Alors pour moi déjà le sport c'est, hormis que c'était une vocation, c'est surtout un parcours. Depuis tout petit déjà j'ai pratiqué du sport. J'étais un acharné de sport parce que pour moi c'était mon équilibre. J'étais déjà tout petit un enfant très agité, très nerveux et le sport me canalisait énormément. Le sport surtout m'a fait découvrir beaucoup de choses sur moi-même. J'ai beaucoup appris par le dépassement de soi-même. Donc ça a été au début un petit peu les arts martiaux, énormément même je veux dire. Ça me canalisait parce que j'avais besoin également d'apprendre certaines choses, certaines règles, certaines valeurs. Les arts martiaux pour ça c'est très bien parce qu'on éduque vraiment des bonnes choses, des bonnes valeurs du sport. Ça m'a appris vraiment la maîtrise de soi-même, ça m'a appris surtout à me connaître davantage. Alors dans mon parcours militaire, quand j'ai intégré, alors déjà aussi c'était aussi un parcours très atypique sur dérogation, c'est que déjà moi étant tout petit, j'ai eu un grave accident au niveau de mon œil et en fait ça m'a fermé beaucoup de portes. Pour les tests à Lyon, il a fallu que j'y aille 4 fois. Voilà. Donc en fait à chaque fois je réussissais tout, j'étais déterminé, j'ai voulu réussir à travers moi-même, porter l'uniforme, être fier. C'est ce qui a été en tout cas ma grande ligne de conduite avant de rentrer à l'armée. Et Lyon en fait m'a à chaque fois recalé par rapport à mon œil. Parce que pour eux, ils ne voulaient prendre zéro risque. Ils me disaient même que j'étais inapte à courir. Même le luc léger, ils me l'ont interdit de le faire. Pourtant, qui est, on va dire, un test assez facile. Et bien, j'y allais. Ils me voyaient revenir. Ils me faisaient tout faire. Test psychologique. Et ils me disaient, repartez. Et j'ai rien lâché. Jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai voulu aller à l'hôpital Sainte-Anne à Marseille, l'hôpital militaire, où j'ai réussi à avoir une dérogation d'un chirurgien militaire ophtalmo. Et là, quand je suis retourné du coup pour la 4e fois, j'ai présenté mon petit papier. Et là, du coup, j'ai pu faire les tests et j'ai été enfin admis, du coup dans les troupes de marine, 3e Rama à Caen-Juers, près de Réguillan. Étant le plus jeune, je suis rentré à 17 ans et demi. Donc c'était quand même pas quelque chose, en tout cas, de facile. Prendre son sac, partir tout seul, arriver dans un monde totalement inconnu. Mais déjà, j'étais un petit peu partisan du goût de l'aventure en fait. Je ne savais pas où j'allais, je savais ce que je voulais faire, mais alors je ne savais pas où j'allais quoi du tout quoi. Et j'ai rencontré après mon meilleur ami aujourd'hui, une personne emblématique, mon mentor. Et cette personne-là m'a dit, écoute, si tu veux réussir, déjà il faut que tu sois physique, mais il faut que tu cours. C'est quand même un parallèle parce qu'on m'avait interdit de venir courir pour venir ici. Et arrivé là-bas, on me dit qu'il faut courir. Donc j'ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci. Donc il m'a intégré au service des sports dans l'équipe de cross régimentaire. Et nuit et jour, pendant que les soirs, il y en a qui allaient réviser, ou il y en a qui le soir allaient au foyer. Moi, j'avais pas de permis, tout ça. J'étais à 900 mètres d'altitude, 30 km la première ville. Je pouvais pas aller bien loin dans tous les cas. Savoir que Caen-Juers était un des plus grands camps d'Europe. Et le slogan de ce régiment qui m'a toujours en tout cas plu, c'était à l'affût jamais ne renonce. Voilà, c'est le camp de Caen-Juers, quand on arrive, c'est ce qui est marqué. Et effectivement, cette citation m'a toujours inspiré, parce que même aujourd'hui encore, je suis toujours à l'affût et je n'ai jamais renoncé malgré les échecs. Et ce parcours militaire-là, des coups durs, j'en ai eu, des moments de faiblesse, je ne les compte même plus. Ils m'ont appris à apprivoiser l'échec et c'est pour ça que je fais toujours ce parallèle entre le sport, mon parcours militaire et l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, le fait d'apprivoiser l'échec, on s'en rend même plus compte et on dépasse tout ça naturellement aujourd'hui, malgré que c'est dur. Mais l'armée nous forme, nous formate, nous pousse à chaque fois se relever. Et ma préparation physique aujourd'hui, elle a été en tout cas en partie grâce à l'armée. Je peux tomber 50 fois, je me relèverai 51e fois et ainsi de suite. C'est ça qui aujourd'hui je voulais faire passer comme message. Le sport est non seulement un équilibre pour moi, mais le sport c'est surtout une ligne de conduite. C'est tant qu'on a un objectif, tant qu'on a une vision en tout cas du sport, je pense qu'on restera toujours dans le droit chemin, dans le bon chemin. Il faut que je sois moi au top niveau pour que je puisse être un bon leader pour du collectif. C'est que pour pouvoir mener un collectif, il faut que je sois capable de pouvoir supporter sur mes épaules, par ma préparation, par mon entraînement qui va être individuel, le poids, les problèmes de tout le monde. Et c'est pour ça que sur des examens, sur des stages commando, que ça a été en Guyane, etc., j'ai toujours été individuel
ma façon d'être, mais dans ma façon de faire, j'ai toujours amené mon collectif à réussir. J'ai toujours eu des responsabilités à l'armée parce que je savais mener un collectif. Donc c'est pour ça que quelque part, mon côté individuel dans le sport m'a surtout permis de me renforcer musculairement, de me renforcer physiquement et surtout psychologiquement. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, que ce soit dans l'entrepreneuriat, d'amener un collectif. On a pu faire plusieurs séminaires, on a fait plusieurs sorties, dont les derniers étaient Koh Lanta, etc. où on avait tous un rôle individuel, mais pour amener un collectif. Quand je suis revenu sur Alès, après avoir créé mes différents Renovea dans la région PACA, j'ai repris du coup ici, j'ai créé du coup Renovea Sud à l'époque, en 2010, sur Boissé-Cosac. Effectivement, là, le sport a été, on va dire, mis de côté. J'étais tout seul à gérer beaucoup de choses. Je me suis retrouvé forcément à faire de l'administratif, à aller démarcher la clientèle, à faire les chantiers. Le sport, à ce moment-là, n'avait plus de place dans mon quotidien. Et c'est ce qui m'a à un moment donné provoqué certaines faiblesses. Ça m'a permis de me remettre rapidement en question sur tu as enlevé dans ta difficulté quelque chose qui te faisait du bien à l'époque. Pourquoi aujourd'hui tu vas pas te servir de ce que tu as enlevé et ce qui t'a fait du bien à l'époque pour passer la difficulté? J'ai repris en gros le schéma à l'envers, le problème à l'envers, et la solution était que à un moment donné, quand on est submergé, quand on est envahi par plein de problèmes, quand on est seul, que là on n'a pas de camaraderie autour de soi pour pouvoir se reposer, les factures continuent à s'accumuler, les chantiers il faut aller les chercher, il faut aller les sortir, il faut assurer l'administratif, il faut les assurer. Bon, là, si on n'est pas préparé psychologiquement ou physiquement, si on n'a pas déjà une capacité à pouvoir affronter et surmonter ça, c'est très difficile en tout cas de voir le bout du tunnel. Ça c'est clair. Mais du coup j'ai commencé à réassocier le sport, effectivement, parce que pendant que je courais, alors moi c'est un petit peu le problème, il y en a qui courent pour se vider la tête, moi je cours et je réfléchis en même temps. C'est assez étrange, mais pendant que je courais, quand j'ai repris la course à pied dans ces moments difficiles de rénover en 2012, où je ne voyais pas le bout du tunnel à un moment donné, le sport m'a reconnecté, on va dire, dans mes pensées, dans ma façon de pouvoir mener mon entreprise, dans ma stratégie même commerciale. J'ai eu certaines idées qui sont commencées à apparaître tout en courant. Et c'est là où moi quand je cours, je suis tout à fait autant productif pendant que je cours que quand je cours pas. Parce que c'est là où je vois mon schéma qui se trace, mon chemin qui s'éclaire, j'ai des idées qui apparaissent. Et c'est grâce à ça qu'à un moment donné, ça m'a donné la volonté de pouvoir dépasser ces problèmes-là en y associant le sport. Voilà. Et depuis, le sport ne m'a plus jamais quitté. Quand après je suis revenu, j'ai décidé du coup de reprendre à courir et j'avais du coup une salle de musculation, une salle de sport. Et j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a demandé de rejoindre à un moment donné le club d'Alès Cévennes Athlétisme, club emblématique à Alès, seul club de haut niveau. Et déjà dès qu'on a commencé à me parler de haut niveau, club emblématique, ça a de suite connecté avec moi-même parce que c'est toujours ce que j'ai voulu chercher au fond de moi-même. Mais de faire partie, en tout cas adhérent de ce club de très haut niveau, c'est quelque chose que de suite s'est connecté. C'est devenu mon entraîneur par la même occasion. Et du coup, j'ai découvert ce club tout en étant chef d'entreprise. Et ça m'a reconnecté avec mon parcours militaire. Je me suis de nouveau senti encadré. Je me suis de nouveau senti bien, avec des gens dont on partageait la même passion. Et du fil en aiguille, j'ai proposé mon aide rapidement. Du coup, je suis devenu sponsor d'Alès Cévennes Athlétisme, où j'ai voulu non seulement pas aider les grands, mais j'ai été vraiment sensible aux petits. Voilà. Ma première action au club, elle a été vraiment de donner une certaine enveloppe pour aider les jeunes dans le textile, dans le matériel. La course à pied est quand même aujourd'hui un sport, je dirais, onéreux. C'est pas le plus onéreux, mais malgré tout, quand on est une famille, avoir plusieurs enfants dans un club, s'il faut équiper 3 enfants ou 2 enfants, ça reste quand même une somme. Suite à une restructuration du club, on est venu me demander, par rapport à mon expérience entrepreneuriale, de reprendre le club et de le restructurer.
J'ai pris tout le monde à un moment donné parce que tout le monde voulait partir autour d'une table. Et j'ai dit, si vous me faites confiance, on va réussir. Peu importe les moyens, peu importe ce qu'on va faire, les actions, je ne les maîtrise pas encore. Parce que je suis même pas encore président, qu'il y a tout le monde qui s'en va. Mais quand je serai élu, je vais déjà travailler sur un plan stratégique de restructuration. Partir d'une feuille blanche, c'est facile. Moi, je reprends un club où il y a des choses, non seulement il y a des cicatrices, je pourrais pas les refermer, mais par contre, je peux essayer de vous apprendre, en tout cas, à comment les guérir et comment repartir sur des bases solides. Par contre, ça va piquer, il va y avoir un choc brutal, mais c'est normal. Il faut savoir faire un reset pour pouvoir repartir comme il faut. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le club ne s'est jamais aussi bien porté. J'ai toujours, tout au durant de mes années à Renovea, j'ai toujours eu un rêve, était de gravir le Mont Blanc, qui est pour moi quelque chose d'assez emblématique. Mais ce projet-là, je ne voulais non pas seulement le vivre individuellement, parce que je pense qu'un jour je le regravirai tout seul sur d'autres voies plus complexes, mais j'avais voulu le faire partager à l'ensemble de mon équipe Renovea. Parce que partir d'un point A à un point B, beaucoup se disent c'est impossible. Et j'ai toujours dit à mes collaborateurs qui seront présents à ce moment-là, je vais vous rendre ce moment possible. On va y aller ensemble, pas après pas, et on va y aller au sommet. Moi, au sein de Renovea, j'ai toujours eu la vision et rêvé d'avoir un groupe soudé qui s'entraide au quotidien, et c'est ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs. C'est que je le vois même, on parle de la partie technique, quand il y a quelqu'un qui est un petit peu dans la difficulté, de suite ça répond présent, ne bouge pas, je laisse mon chantier, j'arrive te donner un coup de main. C'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Chaque année, à Renovea, on fait ce qu'on appelle des séminaires afin de renforcer les équipes. Et souvent, on choisit, dans le cadre de la cohésion, des activités qui nous permettent en tout cas d'unir nos forces. On avait fait une journée survie dans les Cévennes où on devait partir d'un point A à un point B avec rien du tout. On devait se procurer à manger, on devait faire un radeau, il y avait plein d'activités. On avait des coordonnées à trouver, tel et tel aliment, et à la fin on devait composer un repas. C'était assez sympa, mais beaucoup de collaborateurs qui en tout cas ne se sentaient pas à la hauteur de cet événement-là, eux-mêmes à l'issue, sur leur visage, on arrivait vraiment à lire des sourires parce qu'ils avaient réussi par eux-mêmes à réussir quelque chose. Et c'était une de mes plus grandes fiertés de pouvoir en tout cas lire cette joie à travers leur visage, de se dire je me sentais vraiment pas capable et mais je l'ai fait quoi. C'était incroyable en tout cas de pouvoir procurer autant de bonheur à des personnes qui à la base ne seraient jamais en tout cas cru capables de le faire. Il y a un parallèle qui est assez extraordinaire avec le sport, avec ma façon de manager. C'est qu'un manager, c'est un leader. Il doit amener ses équipes au bout de la mission. C'est très important de pouvoir dire on doit réussir, on va y arriver, on mobilise ses troupes et on réussit. On a une mission, on l'atteint, on ne s'arrête pas avant et le plus fort aide automatiquement le plus faible. Ça a toujours été en tout cas mes directives et ma ligne de conduite. C'est-à-dire que si tu es fort, c'est bien, mais fort toi-même, ça ne te servira à rien. Voilà, on est une équipe. Pour moi, la préparation du Mont Blanc, c'est quelque chose que je prends en tout cas très au sérieux, parce que je me mets encore dans mon idée que je dois être prêt, mais je dois être encore plus prêt. Alors pour deux raisons. La première, c'est déjà pour savourer ma montée. C'est toujours que si je suis vraiment pas bien et que j'ai négligé ma préparation, je n'ai pas envie de la subir de telle manière que je ne la profiterai pas. Pour moi, je me dis toujours, on n'a qu'une seule occasion de faire des choses. Donc, il faut que je la réussisse, il faut que je saisisse l'opportunité qui est présente et qui se présente à moi. Je veux en prendre plein les yeux. Je veux arriver là-haut et pouvoir en tout cas me dire j'ai été à la hauteur et j'ai savouré toute l'ascension. Je ne veux vraiment louper aucune miette. C'est pour ça que je me prépare vraiment à une certaine exigence. C'est pour être bien et vraiment profiter et être à la hauteur en tout cas de ce qui m'attend.
Mais je veux également me préparer d'un peu plus. C'est que si mon équipe, si un de mon équipe n'est pas bien, je vais être aussi assez fort pour lui dire, on va y arriver ensemble, je vais être à côté de toi et je vais t'accompagner dans l'ascension. C'est être autant prêt et autant fort, pas que pour moi, mais au service de mon collectif. C'est-à-dire que si moi je suis déjà fatigué et que je suis incapable de l'aider, parce que je suis fatigué et du coup on se retrouve deux fatigués, ça va être compliqué en tout cas de pouvoir l'aider lui aussi à réaliser son rêve. C'est là où l'entrepreneuriat aujourd'hui est assez complexe à gérer parce qu'il faut être de partout et de partout comme il faut. Donc l'entraînement se fait soit très tôt le matin, soit sur home trainer ou soit en courant quand j'ai pas mes enfants, soit c'est entre midi et 2. Ça va passer par l'absence d'un repas, c'est comme ça, j'ai pas le temps. Mais 90% de mes entraînements se font entre midi et 2. Et après le soir je double tardivement quand mes enfants sont couchés. Et ben, c'est devant un film, on met le vélo sur home trainer et on fait une séance dessus, le long d'un film. On doit assurer d'être à la hauteur de l'événement. Donc on fait d'énormes sacrifices, mais au final qui n'en sont pas un pour moi, parce que j'aime ça. C'est plutôt pour les personnes qui m'entourent où c'est plus compliqué, parce qu'on est complètement en décalage. Mais les personnes me comprennent, ils savent que c'est un rêve, ils savent que le sport fait partie de mon ADN. Plus je fais du sport, plus je vais avoir envie de faire du sport, et plus ça me fait du bien. C'est que moi j'ai besoin d'avoir ma dose de douleur, de dépassement de soi. C'est quand je cours et que je rentre, je suis complètement en croix, je suis satisfait. Voilà. Courir et pas transpirer, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une certaine intensité dans ma vie, en sport, d'exigence qui m'apaise au final. C'est comme une thérapie. Ça me permet en tout cas de me recueillir au fond de moi, de me retrouver moi-même, ça me recentre. Souvent je pars même des jours dans les Cévennes où il n'y a pas de réseau, c'est le sport qui me fait du bien. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de crapahuter, j'ai besoin de m'isoler. Je suis quelqu'un qui est très autodidacte et que des fois pour prendre des bonnes décisions, j'ai besoin de prendre du recul. On est parti du coup de Chamonix où on a découvert de surprise en surprise que tout au long de notre, on va dire, notre périple, nous sommes confrontés un petit peu aux aléas de la météo. C'est-à-dire qu'on devait à l'origine prendre un petit train, on devait prendre également un téléphérique et il s'est trouvé que, en vue de la météo, tout était en panne. Et on a marché plus que l'on devait, en gros on a marché à peu près 8 heures de plus que ce qu'on aurait dû le faire à la base. La météo aura eu raison en tout cas de l'infrastructure qui est sur place, car rien ne fonctionnait en tout cas lors de notre passage. Ces 2 premiers jours ont été plutôt une épreuve et on va dire une sélection naturelle, car effectivement les infrastructures sur place ne marchaient pas et c'est ce qui aura permis en tout cas d'arriver à Tête-Rousse, qui on va dire qui est le premier des refuges avant d'attaquer en tout cas les choses sérieuses. Déjà, il y a beaucoup de monde qui avait déjà abandonné. Mais c'est vraiment dû à ce problème d'infrastructure, parce que normalement on aurait déjà dû arriver à Tête-Rousse par les moyens que la ville a mis en place à disposition. Ça n'a pas été facile, ça a été une montée, en tout cas une ascension vers ce refuge, avec des cris, des larmes, de la colère, de la frustration surtout. Ça a été très éprouvant, surtout à l'annonce quand ils m'ont dit que les 2 s'arrêtaient. Ça m'a mis en tout cas un petit coup. J'ai eu du mal même à m'en rendre compte que la suite allait se faire du coup tout seul. Je me suis retrouvé du coup tout seul pour la suite au départ de Tête-Rousse. Donc ça a été très compliqué pour moi de partir, même le matin, la météo a été très compliquée, tout le monde voulait annuler le stage, c'est hors de question qu'on annule quoi. Donc j'avais vraiment sollicité le guide pour, attention, bien dans des conditions très en sécurité. Je voulais vraiment faire l'ascension surtout pour mes camarades que je laissais sur place. Il était hors de question que déjà ils soient blessés pour rien.
On est partis du coup tous les deux de tête rousse, direction du coup le refuge du goûter. Ça a été une belle épreuve en tout cas, cette ascension-là. A été très difficile dans des conditions épouvantables, froid, gel, tempête. Enfin, je pense qu'on a eu tout ce qui pouvait exister. Chute de neige, voire même tempête de neige. Nos traces s'effaçaient pas après pas. Donc ça a été très éprouvant, d'où la manipulation du coup du crampon et surtout l'utilisation des piolets. Ça nous a permis de pouvoir escalader certains passages très difficiles, très dangereux, parce que la fatigue s'accumulait au fur et à mesure. C'est simple, on faisait à peu près 1 km par heure et on a atterri du coup 4 heures après du coup au refuge du Goudet. On n'avait pas trop le temps en tout cas de se reposer. On avait à peine 1 heure pour se remettre en condition, se remettre un petit peu en état, si on peut dire ça comme ça. Ça a été très très court, à peine arrivé, il a fallu repartir. Donc on a mangé une barre de céréales, une compote énergétique et un petit peu d'eau pour vite repartir du coup direction le sommet. Et là, le refuge du goûter, il est à 3800 mètres déjà. Donc l'altitude commençait vraiment à se faire ressentir. Et de 3008, on a fait 4008. Du coup, on a pris 1000 mètres de dénivelé positif. Ça nous a permis de pouvoir en tout cas les atteindre en 5 heures. Mais alors, c'était extraordinaire. Je pense que mon corps est passé dans tous ces états. Ça a été magique, éprouvant. On est passé des larmes aux pleurs, aux rires. Donc j'ai fait un début d'anoxie cérébrale pendant le trajet, c'est-à-dire que mon cerveau n'avait plus d'oxygène. Ça a été vraiment éprouvant, de là même à divaguer un petit peu, à avoir un peu des hallucinations, dans vraiment un décor extraordinaire, époustouflant. On passe vraiment de la tempête au rayon de soleil au-dessus des nuages. On perd toute notion de temps, on perd vraiment... c'est vraiment quelque chose que c'est encore pour moi aujourd'hui, après 2 jours où je suis redescendu, qui reste encore impossible même à définir, même à qualifier, tellement que c'était incroyablement beau. Ça reste quand même une étape difficile, mais c'est quelque chose qu'en tout cas je peux conseiller de vivre au moins une seule fois dans sa vie. C'est le dépassement de soi a été vraiment à tous les niveaux. C'est qu'on arrive vraiment à avoir cette sensation d'être seul au monde, cette sensation d'être au plus haut de ce qu'on peut en tout cas atteindre. 4800 mètres, on est époustouflé quand on arrive au sommet, de voir que on est au-dessus de tout. Cette sensation elle est vraiment incroyable. À quelques mètres du coup du sommet, à peu près 200 mètres, j'étais quelqu'un qui était un petit peu en mode zombie quoi. Je marchais pour marcher, avec plus aucune notion ni de temps, ni de ce que je fais. On est là, on est en mode éteint. Et quand il m'a annoncé à peu près qu'on est arrivé à 200 mètres du sommet, bizarrement et étrangement, tout s'est un petit peu réactivé. En moi, des larmes ont commencé un petit peu à couler. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais arrivé au sommet, même pour dire. Quand il m'a dit on est arrivé, je lui ai dit mais où, ou quelque chose comme ça. J'étais complètement déboussolé. Mais il me dit si, ça y est, on est au sommet. Ah bon? Je lui fais, et c'était quand même incroyable. Cette sensation de se dire on est arrivé sans vraiment s'en rendre compte. Parce que après c'est le cerveau qui se met sur off et on serre les dents et là je commence à comprendre toutes les vidéos que j'avais un petit peu pu voir avant mon départ, où tout le monde craque, tout le monde lâche tout. C'est vraiment ça quoi, c'est tellement très éprouvant et qu'on passe vraiment par tous les stades, en tout cas au niveau émotionnel. On a envie d'arrêter, on a envie de continuer, on a envie de rire, on a envie de pleurer, on a envie de parler, on n'a plus envie de parler. Enfin, j'ai même eu une limite, la parole qui s'est bloquée à un passage où le guide on a été mort de rire parce que lui il essayait de me comprendre et moi je ne comprenais pas, et puis je ne me comprenais pas moi-même non plus. Enfin, ça a été folklorique, c'est des choses qui seront gravées à vie dans ma mémoire. Je remercie également en tout cas mes camarades qui m'ont soutenu. Le gros travail aussi au niveau de la communication qui a été faite
par mon ami Stéphane Ozil qui a en tout cas assuré de pouvoir tenir informé tout le monde, déjà surtout ma famille qui ont pu en tout cas à travers ses publications et son travail me suivre. Je remercie tous les messages qu'on a reçus également sur les réseaux sociaux d'encouragement, de félicitations. En tout cas c'est incroyable pour moi, mais ça a aussi été incroyable pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'aventure humaine n'a pas de prix. Et moi je ne rêve que d'aventure humaine et peut-être un prochain départ quelque part, on va voir. Déjà de se remettre en tout cas de ces émotions, profiter de chaque moment, digérer vraiment tout ce qui a pu se passer, en tenir vraiment des leçons, mais c'est surtout des belles histoires à raconter à mes enfants et à mes proches.